Oui, bonsoir. Michel Préville de la Coalition des contaminations nocives. Ma première question concerne le laboratoire mobile. Est-ce que vous pensez que lorsque la compagnie voit arriver le TAGA sur le terrain, ils mettent des produits plus dangereux à brûler? On ne peut pas mettre des produits plus dangereux ni moins dangereux. Ils ne peuvent pas changer les opérations là, dans une fraction de seconde comme ça. Ils ne sont pas avertis d'avance de toute façon. Mais à partir du moment où ils voient, il y a sûrement moyen de... C'est des choses possibles. Des choses possibles? Mais je ne croirais pas. Est-ce qu'il y aurait une solution pour éviter ces choses possibles-là? Ben, normalement, c'est quelqu'un de la région qui soit présent lors des opérations de l'incinérateur puis qui surveille s'il y a des changements. Donc, il y a un doute, c'est le doute que la population a toujours eu sur les échantillonnages du ministère de l'Environnement, notamment. On dit, bon, ben, ce qu'on disait à l'époque, c'est que le ministère de l'Environnement avertissait la compagnie pour que la compagnie prépare le café le matin quand on venait prendre les échantillons. Un peu comme on vous a expliqué, peut-être. Le 15 et 16. Peut-être un peu comme on vous a expliqué tantôt, là, quand on fait des contrôles, en tout cas aux cheminées, c'était comme ça. Avec le TAGA, c'était clair autrefois qu'on ne voulait pas qu'il avise personne. Ils sont arrivés à surprise. Et là, à surprise, changer une unité de production, c'était un petit peu plus difficile. Donc, au moins, pendant les premières heures, on peut s'attendre à ce que ce qui sort de la cheminée et ce qui sort habituellement. Sinon, on est obligé d'aller faire un deuxième contrôle à l'interne pour voir les intrants, etc. Ce qui est fait quand on fait les contrôles aux cheminées, là, dont Robert vous a parlé tantôt. Là. Alors, donc, on va regarder. Écoutez, c'est pas la première. On a fait une première campagne. Ça a montré, vous avez vu les résultats un petit peu. Dans les prochaines campagnes, on pourra peut-être décider à un moment donné de venir à la surprise, mais en parallèle, d'envoyer quelqu'un dans l'usine pour s'assurer que la production est toujours caractéristique de ce qu'on trouve habituellement. Ça pourrait être une façon de contre-vérifier. Ce qu'on avait demandé au ministère de l'Environnement, à plusieurs ministères de l'Environnement, c'était des échantillonnages en continu. On était assez osés, 365 jours par année. On a fait une zone de sacrifice national ici dans la région. La population doit subir un incinérateur. Est-ce qu'on pourrait donner à la population l'assurance qu'il n'y a pas de retombées sur la santé? Est-ce qu'il y a des solutions qui permettraient à la population d'avoir une assurance absolue? Écoutez, c'est ce qu'on veut tendre à faire. Je dis, le programme qu'on vous a annoncé tantôt de suivi de la qualité de l'air vise à recueillir un plus grand nombre de données. Là, on faisait le contrôle environnemental, réglementaire jusqu'à maintenant. Là, le TAGA va être un premier outil, comme vous avez vu, là, de dépistage. Il y a ce qu'on appelle le high volt, en tout cas l'échantillonnage à haut volume, qui va être un autre outil. Il va y avoir l'échantillonnage des particules fines et la méthode qu'on vous a parlé, là, des aiguilles de pain pour dépister un certain nombre de contaminants potentiels. Ces données-là vont être rendues publiques et à la lumière de ces informations-là, dont les résultats vont être transmis à l'Agence de santé publique, s'il y a des problématiques relatives à la santé, vous pouvez être sûr qu'on va les regarder de près. Une autre question concernant l'ordonnance. Il est assez frappant quand on regarde la nouvelle ordonnance et qu'on la compare à l'ordonnance précédente. Il n'y a plus aucune responsabilité apparente. On a complètement déresponsabilisé la compagnie. On avait tout l'historique, la première ordonnance, on a l'historique de tout ce que la compagnie a fait. On ne le retrouve plus dans la nouvelle ordonnance. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Non, là, on parle d'écriture juridique. Dans l'ordonnance du mois de septembre, dans les attendus que, on réfère, c'est pas l'ordonnance, c'est un avis selon 115.1, on réfère à l'avis de 92 à 2 reprises. Dans les attendus que, on y réfère, c'est qu'on se trouve comme à intégrer tout ce que vous racontez, là, tout l'historique, c'est comme si ça avait été un copier-coller. C'est les avocats qui ont préparé cet avis-là. Mais ce qui était dans l'avis de 92, l'historique que vous mentionnez, tout ça, c'est repris. C'est pas biffé, ça. On dit aussi qu'un remplace l'autre, cependant. Au niveau des mesures qui sont demandées, mais pas pour ce qui est de l'historique. Ça, l'historique était partie intégrante. Je reprendrai j'ai la même question à M. Lapalme. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire confiance à la compagnie pour gérer les eaux contaminées de Mercier? Puisque c'est ça que l'ordonnance demande. On croit à la capacité de la compagnie de
donner suite à la vie. Et on va être un peu comme Saint-Thomas, on va être à côté d'eux autres. Pour l'ensemble des travaux qui vont mener à la mise en place et pour l'ensemble des travaux de suivi qui seront faits. Ouais, alors, on va être nous-mêmes tabac envers vous. Oui, j'en doute absolument pas. Parce que vous avez mentionné tantôt que la première ordonnance stipulait clairement que si la compagnie ne le faisait pas, on était pour le faire. Or, on n'a toujours rien fait. Depuis 92, il n'y a rien qui a été fait depuis 92. Ben, il y a l'UTES qui a été fait. Je ne pense pas qu'il n'y a rien qui a été fait, monsieur. C'est-à-dire, nonobstant une usine qui était à l'origine pour décontaminer, on s'est aperçu que c'était un piège hydraulique. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait, là, soyons honnêtes. Mais en fait, je pense que là, du point de vue historique, Michel est plus au courant que moi, mais initialement, on pensait que l'UTES pourrait permettre d'arriver à la décontamination en 5 ans, et là, bon, c'est ce que ce résultat-là va arriver. Donc, il y a un deuxième 115.1 là, qui a été donné pour les travaux dont on a parlé ce soir. OK. En tout cas, c'est ce que les ingénieurs ont connu à la population à l'époque. Dans 5 ans, on va inverser la rade, puis vous allez voir l'eau qu'on pompe. Ça, je l'ai entendu de la bouche des ingénieurs. C'est pour ça que les gens sont très sceptiques, là, les hydrogéologues, les ingénieurs ici à Mercier. Ma autre question très courte, est-ce qu'on fait un suivi de l'impact de la conserverie de Sainte-Martine sur les eaux souterraines? Bon, je suis... On a vérifié, il y a au moins 3 modèles mathématiques qui existent, qui décrivent comment la nappe se comporte là-bas. La conserverie n'a aucun impact sur le piège hydraulique de Mercier. Okay. Leurs puits sont situés trop proches de la rivière. Ils sont situés de l'autre côté de la rivière de l'Est-sur-Joie. Il n'y a pas d'appel. Okay. Maintenant, pour les puits, il y a plusieurs puits illégaux qui ont été creusés dans le périmètre sous réglementation, le maraîcher entre autres. Des puits qui ont été, dont l'utilisation a été régularisée par la suite. Est-ce qu'on fait un suivi aussi de ces puits-là? Je dirais le suivi qui est fait, bon, il y a le suivi piézométrique qu'on effectue 2 fois par année, là, puis avec en plus on a des sondes automatiques, c'est justement pour voir le comportement régional de la nappe régionale, donc l'aquifère au roc. Ces puits-là, comme vous dites, qui ont été régularisés, c'est une façon de parler, c'est qu'effectivement, il y a eu une analyse, on appelle modélisation mathématique, on a eu une analyse qui a été faite il y a quelques années pour justement vérifier l'impact des prélèvements des fins d'irrigation à Saint-Rémy sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ces prélèvements-là avaient un impact notamment sur le système de contrôle hydraulique? Puis, ce que ça a démontré, c'est que ça n'avait pas d'impact. Ça n'avait pas perturbé le système de contrôle hydraulique. Ça fait le tour de quelques-unes des questions. Je vais juste terminer, m'adresser plus à la population. Il y a Stéphane Tellen qui est en arrière, là-bas, qui va lever sa main, qui va prendre les noms. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, parce qu'en fait, il faut constamment surveiller le dossier, puis on manque de ressources aussi. Si des gens veulent s'impliquer dans le dossier, s'engager, obtenir plus d'informations, on apprécierait avoir vos noms, vos coordonnées, votre numéro de téléphone, puis vous pourrez donner ça à M. Tellen en arrière. Merci beaucoup.